On accueille Louis Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Ancien secrétaire général de la Défense, de la Sécurité nationale. On va évoquer avec vous ce qui se passe du côté de l'Arabie Saoudite, ces négociations de paix autour de la guerre en Ukraine entre Américains et Russes. Et puis ces phrases de François Bayrou, quand même, qui pronostiquent le retour des heures sombres de l'histoire. Pour la première fois, dit-il, depuis 1945, la guerre peut arriver sur le sol européen autour de nous. Vous êtes aussi pessimiste que lui, Louis Gauthier, ou pas? Je pense qu'on est à un basculement, à un tournant, que les Européens ont raté beaucoup d'étapes historiques qui conduisent à une situation où ils ont le dos au mur aujourd'hui sur la sécurité en Europe. Ils l'ont raté sur le terrorisme, ils l'ont raté au moment du Covid, ils l'ont raté après le conflit des Balkans, c'est-à-dire qu'ils ont franchi à chaque fois des petites marches, mais jamais le palier est suffisant. Et aujourd'hui, est-ce que les Européens sont prêts à prendre collectivement des responsabilités stratégiques ? Et si ce n'est pas collectivement, quels sont les États européens qui sont capables de faire face à la situation actuelle, qui est une situation grave? Bon, on a eu le sommet de Paris, on a vu qui était prêt ou pas à prendre des responsabilités. On fait juste le point sur ce qui s'est passé en Arabie Saoudite avec Maxime Leguet et on continue à en débattre avec vous. C'était une prise de parole très attendue. Après plusieurs heures de discussion avec leurs homologues russes, la diplomatie américaine s'est exprimée à Riyad pour évoquer l'avancée des pourparlers sur la question ukrainienne. Je suis reparti aujourd'hui convaincu que la Russie est prête à s'engager dans un processus sérieux visant à déterminer comment, avec quelle rapidité et par quel mécanisme il est possible de mettre un terme à cette guerre. Une déclaration et des propos inédits alors que les échanges entre Américains et Russes s'accélèrent et qu'une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine est annoncée très prochainement. Mis pour l'instant à l'écart des discussions, les Européens prendront également part aux négociations selon Washington. D'autres parties comme l'Union européenne va devoir se joindre à la table des négociations à un moment donné car elle a également imposé des sanctions à la Russie. Moscou, de son côté, a salué des échanges jugés utiles et a également réagi aux propositions de certains pays européens de déployer des troupes au sol. Nous avons expliqué aujourd'hui que le déploiement en Ukraine de troupes de forces armées des pays de l'OTAN ou sous le drapeau de l'Union européenne était bien sûr inacceptable. Volodymyr Zelensky a quant à lui déploré une rencontre américano-russe à laquelle il n'a pas été convié. Le président ukrainien réclame des pourparlers équitables, incluant l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Turquie. Qu'est-ce qui est en train de se jouer là, Louis Gauthier? Les Américains et les Russes font comme s'il n'y avait personne d'autre à la table de négociation. Ils nous disent juste, oui, vous pourrez venir pour payer, quoi. Quantité négligeable, oui. On a un peu l'impression, le général de Gaulle aurait dit, c'est le condominium, un nouveau condominium. Sauf qu'on est plus sous la guerre froide et que les Européens ne sont pas l'otage d'un conflit planétaire, qu'il soit à l'Est ou qu'il soit à l'Ouest. D'où la nécessité qu'ils se réveillent. M. Rubio, qui s'engage dans des négociations, l'important, c'est pas d'engager des négociations, c'est de savoir quel est le point de sortie, comment on en sort. J'entends M. Lavrov, très habile, c'est un redoutable négociateur. Je vois ce qui se dit au Kremlin, on souffle tantôt le chaud, tantôt le froid, comme là, notamment sur la possibilité de garanties militaires apportées par les Européens à la sécurité de l'Ukraine. Oui. Donc il faut garder pour l'instant la tête froide face à des négociations qui commencent, mais qui sont quand même des enjeux cruciaux pour les Européens, parce que ce qui est à la clé de ces négociations, c'est le sort de la stabilité du continent européen, de sa sécurité. Monsieur Vincent Roy, là-dessus, on est dans une situation d'impuissance de l'Europe. Oui, je ne vois pas comment on échapperait d'une certaine manière, de près ou de loin, selon un certain nombre de proportions, mais tout de même à une partition de l'Ukraine. Malheureusement, je dirais, et les Américains ont commencé par là, ils ont commencé par fixer des lignes rouges, non pas avec les Russes avec qui ils doivent négocier, mais avec leurs alliés. Donc ils ont dit qu'il y aura une situation de fait qu'on constatera, qui est aujourd'hui établie par la guerre. Et donc toute la question, c'est de savoir comment on établit un cessez-le-feu, comment autour de cette ligne de cessez-le-feu, il y a une démarcation, il y a une démilitarisation, et comment sur la partie occidentale de l'Ukraine, on assure la sécurité de Kiev et des Ukrainiens. Et donc, comme toujours, le diable, il est dans les détails. On peut dire tout ça, c'est facilement. Mais après, comment vous faites respecter cet accord de cessez-le-feu? Si les Russes brisent cet accord, comment vous intervenez pour les repousser? Et donc là, il y a visiblement la nécessité du déploiement d'une force multinationale d'observateurs du respect du cessez-le-feu. Ensuite, il y aura une première ligne ukrainienne, parce que c'est leur responsabilité de défendre leur territoire. Et il faut savoir ensuite quelles sont les forces, les garanties qui sont données pour assurer les forces ukrainiennes que si de nouveau le conflit recommençait, on ne laisserait pas s'emballer.
Les premières garanties, elles sont d'ailleurs de la maîtrise de leur espace aérien, parce que c'est de là dont reviendrait probablement la menace. Ensuite, c'est l'accès à la mer Noire pour pouvoir continuer à exister économiquement. Et enfin, il y a la question, évidemment, si la ligne de cessez-le-feu n'était pas tenue et s'il y avait une invasion terrestre, qu'est-ce qui se passerait? Vous voyez bien qu'immédiatement, on décrit ça comme des missions. Après, il faut décliner tout ça en termes de mandats donnés aux forces. C'est des vies humaines qui sont en jeu pour assurer ces garanties. C'est toute une série de choses très sérieuses. Donc, on ne voit pas comment les Européens pourraient se voir imposer une solution à laquelle ils n'ont pas participé. Ils ont mené cette guerre sans la livrer, en étant très largement suiveurs des Américains. Et aujourd'hui, il n'est pas question, à mon avis, qu'ils donnent des garanties de paix ou de sécurité, d'une paix qu'ils n'auraient pas eux-mêmes commencé à chercher à établir. On va juste écouter Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui aujourd'hui à l'Assemblée nationale a dit, comme François Bayrou, qu'il estimait que le risque d'une guerre en Europe n'a jamais été aussi élevé. Écoutez-le. Le Premier ministre l'a dit ce matin, jamais, sans doute depuis 1945, le risque d'une guerre en Europe, autour de nous, n'a été aussi élevé qu'aujourd'hui. Nous voulons la paix, non pas une pause transitoire, non pas un cessez-le-feu fragile, nous voulons la paix. Mais face aux velléités impérialistes, comme vous les avez appelées, pour obtenir cette paix durable, il nous faudra imposer de la résistance et il nous faudra imposer de la force. C'est pourquoi, lorsque la paix aura été trouvée, et je rappelle que quoi qu'on entende, les négociations n'ont pas encore commencé. Alors les Européens seront amenés à contribuer à construire cette capacité de dissuasion durable. Et d'ici là, nous allons continuer à amplifier, à accroître la pression sur Vladimir Poutine et sur la Russie avec un 16e paquet de sanctions qui sera adopté dans les prochains jours. Voilà, Louis Gauthier, ancien secrétaire général de la Défense de la Sécurité nationale. On va imposer un nouveau train de sanctions à la Russie ? Sans doute. C'est ça la réponse française ? Les expressions à l'Assemblée, c'est on est menacé d'un conflit. Mais je suis désolé, ce conflit il existe depuis 2022 en Europe. Donc la question aujourd'hui est de savoir comment on rétablit, on trouve une solution pour sortir de ce conflit et on trouve des éléments qui permettent de stabiliser la sécurité continentale. Alors là, il a raison de dire que tout ça ne peut pas se faire sans la voix des Européens et sans que les Européens, c'est eux qui vivent sur ce continent, soient les architectes de cette équation de sécurité, forcément avec les Russes. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. On est complètement out. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. On a commencé des négociations. À un moment, il va falloir aussi que les Américains, j'ai vu qu'ils envoyaient des QCM pour savoir comment on pourrait participer, de quelle façon. C'est pas cet exercice obligé de réponse. En réalité, à un moment, il faudra participer. Et voyez bien d'ailleurs que les Russes nous entraînent très loin en disant qu'il faudra évoquer la question des sanctions. Avant d'évoquer la question des sanctions, évoquons la question du cessez-le-feu, évoquons la question de la viabilité de la sécurité ukrainienne, parce qu'on connaît les Russes. Aujourd'hui, quand ils refusent cette garantie, que cette garantie soit donnée par les Européens, c'est quoi? C'est la neutralisation de l'Ukraine, c'est la démilitarisation de l'Ukraine, c'est repartir dans un risque de fragilité, de vortex de sécurité en Ukraine pour l'ensemble du continent? Pas faux. Jules Torres. Non, mais juste pour revenir un instant sur la prise de parole de Jean-Noël Barrot, on aurait pu entendre les mêmes mots et quasiment un copier-coller sous Monsieur Le Drian en 2022, sous Madame Colonna en 2023, sous Monsieur Séjourné en 2024. J'ai l'impression quand même qu'on a parlé de cet aveuglement des Français et des Européens face à cette question de la guerre en Ukraine, où la diplomatie, malheureusement, est arrivée beaucoup trop tard. François Fillon et Nicolas Sarkozy, dès 2022, avaient alerté que cette guerre, elle allait être ce qu'elle a été, qu'il fallait mettre les Russes sur la table. Mais malheureusement, les Européens, et j'allais dire même les Français, ne l'ont pas fait. Donc je m'étonne de cet aveuglement, de ce déni de la part de nos ministres des Affaires étrangères successifs face à une situation qui pourtant était connue par les meilleurs spécialistes de ce conflit. Gauthier, là-dessus ? Oui, une question. Pourquoi est-ce que vous dites que les Européens pourraient exiger à un moment donné de revenir autour de la table des négociations, alors qu'aujourd'hui ils sont complètement en jeu? Ils ont fait une réunion hier à Paris qui n'a abouti à strictement rien. Et si Donald Trump réussit l'exploit de jouer les intermédiaires entre les Russes et les Ukrainiens et que par miracle ils arrivent à un accord, en quoi les Européens seront consultés à ce moment-là? S'il y a un accord entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, personne n'appellera Emmanuel Macron pour savoir ce qu'il en pense. Louis Gauthier. Oui, un peu comme vous, je ne crois pas beaucoup à la diplomatie, du perron, des sommets. Ces choses-là, elles arrivent au début ou pour saluer des conclusions positives. Il faut du travail. C'est vrai que cette initiative, elle était bienvenue après ce qui s'était passé à Munich, mais le travail, il doit être conduit entre les Européens.
je vois qu'il y a des évolutions convergentes entre Londres et Paris. C'était difficile de mettre M. Scholz au pied du mur à 5 jours de ces élections chez lui. Quand vous parlez de convergence, vous parlez des propos du Premier ministre britannique sur l'envoi de troupes. C'est-à-dire que je pense que les Britanniques sont prêts à examiner la façon dont les Européens pourraient, quelques pays européens ou tous les Européens, apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. Vous croyez sérieusement que les Britanniques, les Français pourraient envoyer demain des soldats ça dépend. En Ukraine, face aux Russes? C'est pour ça, c'est ce que je vous dis, ça dépend ce que veut dire garantie de sécurité. Si c'est apporter une consolidation de la protection de leur espace aérien et maritime, on peut le faire à partir de chez nous et en tout cas à partir des bases européennes de l'OTAN. Après, un déploiement d'une force terrestre, est-ce qu'elle a besoin forcément d'être sur le sol ukrainien ou est-ce qu'elle peut être à la périphérie? Mais il faut des forces lourdes et des forces de réaction rapide pour intervenir. C'est une option qui peut être tout à fait envisagée. Donc à la frontière à la Pologne, avec la Pologne oui, puisque je dis il y aura forcément une force multinationale, internationale, on ne sait pas laquelle. Ensuite, il y aura une ligne de front ukrainienne qui reprendra sa place. Et puis ensuite, il y aura la possibilité de venir soutenir en logistique, en moyens, voire même en force, s'il y avait une violation de ce cessez-le-feu. D'une certaine manière, même la présence sur le territoire ukrainien peut poser des questions dans la durée, parce que je l'ai vu, regardez le Kosovo, on a déployé des hommes en 99 et on les a retirés 15 ans plus tard. Donc il faut aussi être vigilant. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on retirera une unité, un contingent, voire un soldat, on dira la France ne respecte pas sa parole. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Mais au moment où les États-Unis sont dans un processus de désescalade avec les Russes, on a l'impression que les Européens qui se sont réunis à Paris sont au contraire dans un processus d'escalade en disant on va envoyer des hommes, on va envoyer des troupes. Alors que Trump on va faire des sanctions. Parle de la fin de la guerre, nous on a l'impression qu'on parle de la continuité de la guerre. Louis Gauthier. Et non par d'autres moyens. La fin de la guerre, c'est quoi? C'est l'arrêt de la conflictualité, des combats qui sont d'ailleurs un peu gelés dans cette phase hivernale. Donc ça, ce n'est que le début d'un long processus qui doit d'abord conduire à sécuriser l'Ukraine. C'était la question qui était posée au début. Comment on évite que, reprenant des forces, à un moment donné, les Russes se mettent à réattaquer l'Ukraine ou décident d'aller agresser un autre pays? Souvenez-vous, quand même, la Russie, c'est la Géorgie en 2008, la Crimée en 2014, et là, 2022-2024, l'ensemble du Donbass, 20% du territoire ukrainien. Donc il y a une question de confiance avec les Russes sur leur appétit territorial, leur volonté militaire de continuer. Mais à côté de cette guerre, ou de ces guerres ouvertes que mènent les Russes, vous avez une guerre couverte, qui sont contre nos intérêts, une guerre cyber, des intimidations, des manipulations sur des processus électoraux. Donc vous êtes bien obligé de dire que c'est une décrudescence de la belligérance russe, pas simplement en Ukraine, mais sur l'ensemble du continent. On ne peut pas passer un deal et réduire des sanctions si les Russes continuent à avoir sur nous, sur nos câbles sous-marins, sur des gesticulations hostiles dans les espaces aériens, comme on a pu le voir. Des ingérences. Voilà, des ingérences permanentes. On ne peut pas être dans cet état-là. Donc la paix ou la désescalade, elle implique aussi une discussion avec les Russes sur leur comportement, qui n'est pas simplement un comportement belligène et l'agression de l'Ukraine, mais sur l'ensemble du continent. Oui, Gauthier, il y a aussi la question de la sécurité de l'Europe, de la défense européenne, ce mot dont tout le monde parle depuis 20 ans et rien ne vient. On va juste écouter Thierry Breton, ancien commissaire européen. Il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk. Il dit qu'évidemment, les Européens réalisent qu'ils ne peuvent plus dépendre uniquement des États-Unis pour leur sécurité. Écoutez-le. Nous sommes en train de vivre un moment qui, pour moi, est un moment historique, peut-être aussi important que celui que nous avons connu lors de la chute du mur de Berlin. Pourquoi dis-je cela? Parce que, pour la première fois depuis très longtemps, les Européens, en tout cas 26 États membres sur 27, se rendent compte qu'on ne peut plus dépendre désormais des seuls États-Unis pour notre sécurité. Je mets le 27e à part, la France, parce que nous sommes un pays doté, nous avons l'arme nucléaire, on est autonome pour notre défense, mais c'est vrai que désormais, il va falloir que tous les pays européens en tirent les conséquences. On est autonome, Louis Gauthier, mais on est ligoté par l'OTAN, de toute façon, que nous avons réintégré il y a quelques années. Alors, la réintégration dans l'OTAN, je pense qu'elle a été, d'un point de vue militaire, de l'interopérabilité de nos forces avec les autres, la standardisation de nos procédures utiles. C'est vrai que dans certains moments cruciaux, c'est la liberté politique liée à cette réintégration qui pose problème. Et donc qui fait qu'on peut s'interroger. Et en tout cas aujourd'hui, où on est amené de toutes les façons à une réflexion qui soit nous amène
à convertir l'OTAN pour l'européaniser, si les Américains font défaut, soit à trouver un autre cadre. Et nous n'avons pas préparé suffisamment le cadre européen. C'est ce que dit Thierry Breton très bien. On l'a tenté, il y a eu plusieurs propositions, plusieurs projets qui ont évolué dans le temps. Mais on est aujourd'hui à une heure de vérité. Et qu'est-ce qui nous manque? Des moyens de commandement et de planification, y compris d'ailleurs pour apporter ces garanties à l'Ukraine. Quel sera l'état-major de planification? Les Européens se sont opposés à ce qu'on crée un état-major européen. Est-ce qu'on aura accès aux moyens de commandement de l'OTAN, même si les Américains ne sont pas là, pour programmer ses forces, l'envoi de ses forces, même à des niveaux qui n'impliquent pas d'aller à l'épreuve de force, mais simplement à la stabilisation. Vous voyez que, évidemment, toutes ces questions, on ne va pas pleurer sur le lait qui a été versé, c'est trop tard. Ce qu'il faut, c'est se mettre en situation d'apporter des réponses concrètes. C'est pour ça que l'Ukraine va être vraiment un cas d'école. Et la deuxième, c'est qu'on ne peut plus avoir des panoplies militaires qui soient pas cohérentes entre elles. Il y a besoin d'une rationalisation de la programmation de l'outil militaire européen pour que les Européens soient en capacité d'assurer leur sécurité collective. Le veulent-ils seulement? Encore une fois, les Polonais et les Allemands achètent des avions américains et pas des avions français. Bien sûr, il y a sur ces sujets des divergences d'approche, mais il y a aussi des possibilités de progrès énormes. Et d'ailleurs, le desserrement des contraintes financières ou des contraintes économiques, le fait qu'on pourra accepter que les dépenses de défense ne soient pas comptabilisées dans les ratios de déficit public, la possibilité d'un emprunt européen, l'intervention de la BEI, etc., montrent qu'on peut mobiliser de l'argent européen, à condition effectivement de ne pas aller acheter du matériel d'une guerre qui sera derrière nous si cette guerre d'Ukraine se termine. Mais évidemment d'investir sur de la technologie, sur des moyens qui sont les moyens de demain et qui rentreront les Européens au niveau stratégique adéquat. Et c'est là où va se poser la question, enfin deux questions. Déjà, est-ce que les peuples européens souhaitent cette défense européenne? Parce que ça coûte de l'argent. Et la deuxième question, c'est quel sera le rôle de la France dans cette défense européenne? Parce qu'on sait très bien que la France est le seul pays de l'Union européenne à avoir une industrie de défense autonome. On est capable de fabriquer des chars, des missiles, ce dont ne sont pas capables les autres pays européens. On a le bouton nucléaire qui est quand même quelque chose qui permet à la France d'être autonome et indépendant. Donc la question c'est, est-ce qu'encore une fois la France va être naïve et déléguer sa place dans la souveraineté européenne à l'Allemagne? C'est ce que proposait un certain nombre de députés, notamment issus de la Macronie, ou est-ce que justement Emmanuel Macron va prendre cette aventure finalement pour redonner à la France sa souveraineté? Gauthier, rapidement. Oui, non mais Louis Gauthier, une question. Pour faire simple, est-ce que vous croyez, avant la fin de l'année, à la fin du conflit entre les Russes et les Ukrainiens? Fin de l'année, donc 25. Fin de l'année 25. C'est ce que pronostique par exemple l'ancien ministre Pierre Lelouch. Oui. C'est une possibilité, mais comme toutes les possibilités de dérapage, dans un processus qui est quand même mal maîtrisé, parce que ne tenant compte d'abord pas d'avis des Ukrainiens, et ensuite pas de l'avis de ceux qui pourraient être amenés à conforter ou à consolider cet accord. Donc il y a autant de risques de réussite que malheureusement de risques de dérapage. C'est un processus qui n'est pas contrôlé. Et pour nous, il ne faut pas se déterminer par rapport aux autres. L'important, c'est de se déterminer par rapport à nous-mêmes. Et c'est pour ça que je pense que la question des garanties, qu'on considère être un point particulier, elle est déterminante parce que d'abord, elle peut faire levier sur l'ensemble. Elle peut créer une solidarité particulière avec un cœur d'État qui serait prêt à prendre leurs responsabilités. Et donc voilà, on est au début d'une démonstration. Monsieur Rubio disait, c'est ce qu'on constatait tout à l'heure, on s'engage. Mais la question, c'est pas de s'engager, c'est de trouver le point de sortie adéquat. Après, s'il y a un accord, ça serait une victoire pour l'administration Trump absolument colossale. Après l'accord sur les otages, après l'accord sur les otages, il y a un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Assez risque et péril, parce qu'un accord aujourd'hui, la problématique, c'est de sa tenue dans la durée et que ça n'ait pas entraîné par effet de domino des catastrophes que cet accord était censé éviter. Bien sûr. Avec des débordements sur le sol européen ? Il peut y avoir des débordements. Je pense que les Russes vont d'abord tenter de reconsolider leurs forces, mais rien ne dit aujourd'hui qu'ils vont rentrer dans une désescalade par rapport à un premier objectif qui est la domestication de leurs étrangers proches. La Géorgie, la Moldavie, la Biélorussie c'est fait, l'Ukraine ce sera fait. Par rapport à leur volonté d'effrayer ou d'intimider en permanence les États baltes, par rapport à toute une série de provocations qu'on connaît depuis maintenant plus de 5 ans en Europe.
Merci beaucoup Louis Gauthier, ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui était notre invité ce soir dans Punchline sur CNews et Europe 1. Merci Jules Torres, Sabrina Medjeber, Gauthier Lebret.